Pourquoi est-ce que je pense qu'en date d'aujourd'hui, il serait à peu près dangereux d'acheter Caterpillar au prix actuel? Donc, je vais vous exposer mon raisonnement dans cette vidéo aussi. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, ici, premièrement, que fait l'entreprise ici? Donc, c'est une compagnie qui vend des équipements lourds, donc généralement qui sont utilisés dans le domaine de la construction ou bien dans le domaine minier ici. Donc, je pense que je ne vous présente pas Caterpillar. Hein. Donc, il suffit juste d'aller sur le site ici et vous allez voir à peu près ce que l'entreprise fait. Donc, elle vend des engins lourds. Il n'y a pas que des engins, il y a plusieurs choses qu'elle fait également. Et attention, elle est également un bras financier. D'accord? Donc, parfois, elle finance l'équipement, l'achat de ces équipements-là. Donc, si vous allez acheter un équipement chez Caterpillar, on peut également vous permettre de l'acheter à crédit. D'accord? Donc, faites attention, c'est une compagnie également financière. Donc, quand vous allez regarder la dette de l'entreprise ici, on va en reparler tantôt tout à l'heure, ça pourrait causer certains soucis. D'accord? Donc, sur le site, vous pouvez voir ici qu'on a Cat Financial. Donc, c'est deux compagnies en une. Donc, il faut regarder en lisant les rapports financiers, n'oubliez pas que c'est deux compagnies en une. OK? Donc, quand on regarde la compagnie dans son ensemble ici, par rapport au free cash flow, donc ici, c'est par rapport au free cash flow, vous voyez que les free cash flow ont tendance à être cycliques. C'est normal. Tout à fait normal parce que si on prend en considération une entreprise qui vend des équipements lourds dans le secteur minier, donc le secteur minier, le domaine de la construction, vous pouvez savoir que voilà, c'est des secteurs à peu près cycliques ici. Mais ici, au niveau des free cash flow, vous constatez que on avait une hausse en 2007, baisse à partir de 2008 ici. Également, il y a eu la récession par là. Mais en 2011, on a connu également une baisse entre 2011 et 2010. On a également connu une baisse entre 2013 et 2016. Donc ici, il faut normaliser les résultats. Actuellement, on est en pleine période haussière. C'est tout à fait normal parce que quand on parle d'inflation, vous voyez que le prix des minerais a augmenté, donc les compagnies minières se portent bien et si elles se portent bien, elles dépensent énormément, donc Cat également se porte bien, donc Caterpillar se porte bien. Donc, les prévisions des analystes sont très, très optimistes. D'accord? Donc, moi ici, je ne veux pas me baser sur les prévisions des analystes, ça ne m'intéresse pas. Parce que quand on parle d'une compagnie cyclique ici, les prévisions à long terme ne nous intéressent pas ici parce que nous sommes en période haussière, le cycle est haut, donc il y a de bonnes chances qu'on puisse se tromper. Parce que quand le cycle se retourne, c'est très violent. On ne veut pas se retrouver dans ce genre de situation-là parce que si, vous pouvez voir ici le price action de l'entreprise ici, il est à peu près stagnant ici. Quand vous regardez bien, il stagne aux alentours de 105 $ à l'action ici. Donc, si je ferme tous ces éléments-ci, vous allez voir qu'il ne bouge pas beaucoup au niveau de 105 $ à l'action. Et c'est normal parce qu'il a tendance à suivre la variation des PER, la variation des free cash flow. Donc, faites très attention par rapport à ça. Donc, quand on regarde ici l'entreprise en moyenne, donc les free cash flow moyens ici sont aux alentours de 15 fois les bénéfices, 15 fois les free cash flow par là, d'accord? Ça, c'est les free cash flow sans la croissance, d'accord? Ça, c'est sur la longue période de temps depuis 2006 au moins, ok? Donc, parce que si on réduit la période ici, comme je vous l'ai dit ici, vous allez voir que la croissance sera plus élevée ici. Donc, si on prend le time frame, par exemple, sur 3 ans, donc ici, sur 2 ans, vous voyez que sur 2 ans, on a 29% de croissance ici. Donc, plus on réduit le time frame, plus on aura de la croissance, plus également on aura tendance de se tromper par rapport à ce multiple-ci. Donc, c'est pour ça que j'aime regarder sur une longue période de temps et essayer de me faire ma propre idée. Donc, ça, ce n'est pas une entreprise que je vais payer à plus de 20 fois les bénéfices. Et encore, quand je dis plus de 20 à 20 fois les bénéfices, c'est par rapport à la moyenne des free cash flow et non par rapport au free cash flow actuel. Donc, je ne vais pas me dire qu'en date d'aujourd'hui, on a des free cash flow de 11 $ par action, je vais payer 20 fois les bénéfices pour ça. Jamais de la vie. Certaines personnes ont payé 20 fois les bénéfices pour ça ici. C'est pour ça qu'on avait des prix aux alentours de 228 $. Je ne paierai pas 228 $ pour cette entreprise ici. Donc, ici, il faut normaliser les résultats. Comment est-ce que je dis? Ça veut dire quoi normaliser les résultats? Vous prenez les free cash flow par période ici et vous divisez par le nombre de périodes. Ça vous donne la moyenne. Donc, quels sont les free cash flow moyens que l'entreprise pourrait avoir? Donc, quand vous effectuez ce calcul, vous allez trouver à peu près 7 $ par action. D'accord? En additionnant tous les free cash flow ici et divisé par le nombre d'années, vous allez trouver 7 $ par action. Si vous faites maintenant 7 $ par action, d'accord, multiplié par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, c'est 533 millions, vous avez 3 731. D'accord? Quand je vais regarder ici 4, d'accord? Déjà, on va le comparer par rapport aux revenus. Vous constatez ici que c'était une entreprise en croissance qui est déjà mature et qui est quand même malgré sa maturité, elle est très cyclique. Vous voyez que les revenus baissent ici, donc ça impacte les free cash flow. Les revenus baissent ici, ça impacte les free cash flow. Les revenus baissent ici, ça impacte les free cash flow. C'est la raison pour laquelle on normalise. Donc, quand je regarde ici les bénéfices nets ici, vous allez voir ici que les bénéfices nets ici ont tendance à être entre 4 milliards et 3 milliards. Donc, entre 4 et 3 ici, vous remarquez qu'on est à peu près au niveau de la moyenne. Donc, ici. Donc, je vais juste, vous voyez ici, à peu près à ce niveau. On avait calculé si on était à 3 milliards 700. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on normalise, on se dit qu'OK,
Parfois, on peut avoir des free cash flow de 6 milliards comme présentement, mais ce n'est pas durable. En moyenne, on a des free cash flow de 3 milliards 700. Donc des marges, ici, je parle de free cash flow, mais c'est également des marges nettes parce que les marges nettes ici ont tendance à égaler les free cash flow. Regardez les free cash flow ici. Vous voyez, donc les free cash flow, c'est cette ligne ici. Donc si j'enlève les marges nettes ici, donc les bénéfices, vous voyez qu'on oscille entre 3 milliards et 3 milliards 700 et 4 milliards. D'accord? Donc, en étant à peu près... disons qu'on va être à peu près optimiste, on va se dire à peu près aux alentours de 3 milliards 700 et 4 milliards. Je vais mettre 4 milliards, on va être gentil. C'est une belle entreprise, d'accord? On va y mettre 4 milliards ici, ok? Donc, 4 milliards, c'est la moyenne des free cash flow. D'accord? On va prendre la moyenne des free cash flow, on va se dire ici à 4 milliards. Si vous aimez également la précision, ne vous inquiétez pas, je vais faire le calcul avec la même chose, ok? Donc, si on est à 4 milliards ici, je vous ai dit que c'est une entreprise que le marché paye généralement sans prendre en considération la croissance, 20 fois les bénéfices. Et en moyenne ici, en prenant en considération la moyenne par rapport au PER du S&P 500, donc le S&P 500 généralement, il est de 15 en fait. La moyenne ici, c'est 15 fois les bénéfices. Donc ici, la moyenne, le minimum, c'est 15 fois les bénéfices. Le maximum, c'est 20 fois les bénéfices. OK? Donc, c'est une entreprise que je paierai entre 15 et 20 fois les bénéfices, pas plus que ça. Et encore, ça, c'est par rapport aux bénéfices nets normalisés. Pas les bénéfices nets annuels, mais normalisés. D'accord? Donc, ça veut dire que si cette année, si elle rapporte 4 dollars par action, c'est temporaire. D'accord? C'est parce que le cycle est bas. Et une fois que le cycle va se normaliser, on va retourner à 7 milliards. Donc, on a en moyenne, on paye généralement 7 milliards pour cette entreprise. 7 dollars par action, excusez-moi. Donc, parfois, on peut être à 9 dollars par action, par rapport à parfois 11 dollars par action, 14 dollars de prévision ici, ça se réalise. La moyenne notre moyenne aura tendance à augmenter, mais on paye uniquement la moyenne. OK? Donc, faites attention au cycle. Quand je regarde ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, si je prends ici l'entreprise, que je paye l'entreprise par rapport à sa moyenne ici, qui est de 15 fois les bénéfices, sans prendre en considération la dette, ni la croissance, etc. Même si je prends la croissance ici, regardez, si je prends en considération la croissance sur les 10 dernières années, techniquement, c'est une compagnie cyclique. Donc, prendre la croissance ici, franchement, c'est beaucoup se tromper. D'accord? Donc, ici, quand vous regardez la croissance sur les 10 dernières années, c'est moins 1%. Sur les 5 dernières années, c'est 4%. Sur l'année en cours, les 12 derniers mois, c'est 22%. Techniquement, je ne prendrai pas 22%, ni même les 5 dernières années, je vais prendre les 10 dernières années. Nous avons une entreprise ici qui est cyclique, donc ici, on normalise. La croissance actuelle ou bien la croissance future ne nous intéresse pas ici. Ici, déjà, l'important, c'est de payer à la moyenne. C'est de payer la moyenne uniquement. OK? Donc, quand on arrive ici, à 15 fois les bénéfices ici, voilà, c'est 7 dollars ici. 7 fois 15, ça fait 105 dollars l'action. D'accord? Donc, en moyenne, l'entreprise s'échange à 105 dollars l'action. Devrait s'échanger à 105 dollars l'action. Vous ne surpayez pas. Ça, je ne prends pas en considération encore la dette, parce que quand je vais prendre la dette, vous allez voir que les choses vont vraiment changer. OK? Donc, en achetant cette entreprise ici à 15 fois les bénéfices, on prend en considération la dette, donc à 105 dollars, vous ne surpayez pas. Actuellement, on a 174 dollars l'action. C'est sûr que ça prend en considération. En date d'aujourd'hui, on cote à combien? Ça représente à peu près 17 fois les bénéfices, mais 17 fois les bénéfices actuels. OK? Si on prend 17 fois les bénéfices normalisés, par exemple, le prix sera plus bas que ça. OK? Donc ici, on cherche la norme. Ici, on normalise les résultats. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux compagnies cycliques. OK? Donc, maintenant, si je prends en considération 4 milliards, d'accord? 4 milliards ici, divisé par 533 millions. Donc, 4 milliards ici, admettons que c'est le nouveau paradigme. D'accord? Parce que vous voyez que ça oscille entre 3 milliards 700 et 4 milliards par là. Donc, on multiplie par 15 fois les bénéfices. Donc, on peut se dire que 112 dollars, ça ne sera pas également mal. Donc, 105, 112, on est presque proche. On est là. On est à peu près à la même moyenne. Donc, c'est à peu près à ce niveau-ci. OK? Donc, maintenant, il faut prendre en considération la dette. La dette. Parce que quand on prend en considération la dette, ça change tout. Donc, je vous avais dit ici que si je prends cette entreprise, je vais payer entre 15 et 20 fois les bénéfices. D'accord? Entre 15 et 20 fois les bénéfices moyens. D'accord? Donc, quand je prends mon calcul ici, d'accord? Premièrement, ici, la dette nette, on signifie qu'une dette nette à peu près de 28 milliards ici. Donc, je ne suis pas d'accord par rapport au niveau de la dette, par rapport au calcul de la dette nette ici. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est une compagnie financière. Donc, je ne pense que la dette ici devrait être au moins élevée que ça aux alentours de, quand je dis compagnie financière, après avoir essayé de regrouper l'information, on devrait être aux alentours de 19 milliards pour la dette nette. D'accord? En me fiant à ce calcul-ci, en prenant en compte 25 milliards ici, moins les 6 milliards ici, on sera aux alentours de 19 milliards. Mais on va le calculer à 28 milliards. De toutes les façons, on ne surpaye pas. On cherche à avoir le moins de tort possible. OK? Donc, ça nous donne ceci. Quand je prends le 3 milliards 750 ici, donc on va le remettre ici. Donc, ça nous donne ici à peu près combien? 3 milliards 731. On va essayer de faire la précision. 3 milliards 731, 15 fois les bénéfices. 3 milliards 731, 15 fois les bénéfices, 3 milliards 731. OK. Donc,
Si ici on sous-entend qu'on a à peu près de... Je vais changer les bénéfices, je vais changer la dette nette ici. D'accord? Je vais mettre 19 milliards. OK? Donc, je vais le faire manuellement. Soyez très attentifs. OK? 15 fois 3 milliards 700 ici, ça fait ici 55 milliards 965. D'accord? Moins 19 milliards la dette nette, que je calcule manuellement, pas celle qui est ici, parce que je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord? Ça me donne à peu près 36 milliards 900, divisé par le nombre d'actions de 533 millions d'actions. Ça me donne ici 69 $ l'action. 69 $ l'action à 15 fois les bénéfices. OK? À 17 fois les bénéfices, donc ça me fait 63 milliards ici, donc ça fait 63 milliards 427, moins 19 milliards ici. D'accord? Divisé par le nombre d'actions ici de 533 milliards, ça donne combien? 83 $ l'action. D'accord? Et à 20 fois les bénéfices par rapport à la moyenne, 307, 31 ici, excusez-moi, donc ça fait 74 milliards ici, 620, d'accord, parce que le calcul est déjà fait ici. C'est qu'au niveau de la dette nette que je vais faire un ajustement, donc moins la dette nette ici, d'accord, divisé par le nombre d'actions ici, on a combien? Divisé par 533 millions d'actions, divisé par 533, ça nous donne ici combien? 104 $ l'action. D'accord? Et je vous ai dit ici que 20 fois les bénéfices, c'est par rapport à la moyenne. Oui, vous pouvez payer 20 fois les bénéfices quand on se base sur la moyenne. Vous constatez qu'on tombe toujours à 105 $ l'action. D'accord? Donc, ça, c'est en prenant en considération en prenant en considération le 3 milliards 700. Admettons qu'on prend le 4 milliards ici. D'accord? Je le prends avec 20 fois les bénéfices, mutué par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette de 19 milliards ici. D'accord? Divisé par le nombre d'actions de 533 millions. Boum, le prix est de 114 $ l'action. 114 $ l'action. Donc, je vous avais montré également ici comment on arrivait à tomber. On tombait à peu près sur les 114 $ l'action ici. D'accord? Donc, on est à 114 $ l'action. D'accord? 114 $ l'action. C'est la valeur de cette entreprise en date d'aujourd'hui qu'on prend en considération la dette. OK? Donc, idéalement, j'aimerais payer un prix plus bas que ça. Donc, si on me vend cette entreprise, si je l'estime à 114 $ l'action, je vais l'acheter aux alentours de 70 $ l'action. D'accord? Déjà, à 114 $, le prix n'est pas mauvais parce que ça prend en considération la dette. D'accord? Si je n'enlève pas la dette, en fait, j'aurai un prix plus élevé que ça. Parce que le marché, par exemple, parfois ne prend pas en considération la dette. Donc, si on ne prend pas en considération la dette, on pourra aller à un prix plus élevé que ça. Parce que si je fais le 4 milliards ici, d'accord, si le marché ne prend pas en considération la dette et le paie à 20 fois les bénéfices, ce que je n'aime pas souvent calculer parce que ça me donne souvent, je ne veux pas me mettre en tête qu'on pourra avoir cette valeur-là. Non. Ça pourrait aller aux alentours de 150 $ l'action. Donc, moi, le plus important sur une compagnie cyclique, c'est de payer le prix le plus juste possible. Donc, à 114 $ l'action, c'est correct. Mais sinon, une opportunité pour moi serait en dessous de 100 $. En dessous de 100 $. Maintenant, ça ne veut pas dire que le dividende est en danger. Donc, vous avez vu ici qu'on calcule que 7 $ l'action, 7 $ par action, c'est à peu près le dividende qu'on pourrait avoir. D'accord? Si on prend en considération, si on est à 3 milliards 700 ici en termes de revenus, donc 7 multiplié par 533, d'accord? Donc, si on prend 7 $ par action, en date d'aujourd'hui, on paye à peu près 4,28 $ par action, d'accord? Par rapport à notre prix, par rapport au prix actuel. Vous savez que moi, j'aime faire moi, j'aime calculer ce qu'on appelle généralement le rendement de nos investisseurs, donc le free cash flow yield. Le free cash flow yield, pour moi, ici, sera de 4%. Pas celui actuel. Celui normalisé est de 4%. C'est trop élevé pour moi. Idéalement, pour une entreprise pareille, je veux un free cash flow yield de 10%. C'est pour ça que je veux payer 70 $ l'action pour cette entreprise-ci. Parce que ça représente un free cash flow yield de 10%. D'accord? Après, également, il y a ce que moi je demande et ce que le marché propose également. Donc, je dois toujours l'évaluer au cas par cas, mais surtout ne pas surpayer pour un hypothétique dividende. Le dividende ici, il est safe. D'accord? Il est safe. Ils ont les moyens de payer le dividende actuellement, même en prenant en considération la moyenne. Ils vont gagner beaucoup d'argent présentement, mais s'il fallait investir dans cette compagnie-ci, je ne vais pas le prendre au prix actuel. Je veux prendre au moins l'acheter en normalisant les résultats, sinon à un prix plus bas que ça. Et donc, je vais être patient. Je ne vais pas me presser pour acheter cette entreprise-ci parce que je sais une chose, quand le cycle se retourne, c'est très laid à voir. C'est très laid à voir. Donc, vous avez vu les derniers cycles ici, elle a tendance à aller, c'est une entreprise qui peut s'échanger à 70 $ littéralement. Ici, on est sur un cycle haussier depuis à peu près 2016 ici. Il y a eu un ralentissement que 2018 et 2021 ici, tout à fait normal, mais le cycle a recommencé présentement. Et il y aura également un prochain ralentissement. Donc, calmez-vous. Si vous avez investi dans cette compagnie aux alentours de 114, 100 $ l'action, vous avez un bon prix. D'accord? Il est correct, le prix. Mais en date d'aujourd'hui, je ne considère pas ça comme une opportunité d'investissement.
Même si les analystes prévoient avoir des revenus et des free cash flow élevés dans le futur. Non, sur les 2 prochaines années. Il faut faire attention. Protégez-vous au maximum. Une compagnie cyclique, on normalise toujours. Donc, Caterpillar, pour moi, ne représente pas une opportunité d'investissement. Le prix aux alentours de 105, 114 dollars l'action, ça sera un prix correct, d'accord? Vous pouvez payer ce prix-là. Ça prend déjà en considération la dette également. Donc, ça pourrait être un prix correct. Donc, ici, aujourd'hui, c'est pas parce que vous allez voir un prix aux alentours de 16 fois les bénéfices que vous allez vous dire que non, on a une décote. C'est pas parce que vous allez voir un forward PE de 12 fois les bénéfices que vous allez vous dire que non, on a une décote. Non. Prenez en considération la période actuelle. Secteur cyclique, la période ici, c'est une période prospère, donc c'est temporaire. OK? C'est comme ça avec toutes les compagnies cycliques. Ça se voit déjà avec le graphique et vous savez qu'à la fin de la journée, quand le cycle se retourne, Caterpillar aura tendance à retrouver à peu près sa moyenne. Donc, c'est une belle entreprise. Elle a des avantages compétitifs énormes, mais on ne va pas l'acheter à n'importe quel prix. D'accord? Donc, soyez patient. Si vous possédez cette entreprise à un prix de 100, 115, vous avez un bon prix d'achat, d'accord? Mais en date d'aujourd'hui, je pense qu'il y a mieux, le marché a mieux à offrir. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.